Bienvenue à ce workshop sur le thème Sécuriser Windows et les réseaux face aux attaques cyber. Un petit aperçu de ma personne, qui suis-je? Je m'appelle Zindine Benjabella, je suis consultant en informatique spécialisé en cybersécurité, notamment sur les réseaux et systèmes Windows. Par le passé, j'ai occupé plusieurs postes en entreprise. J'ai fait de la programmation, j'ai fait du support IT, j'étais administrateur réseau et système. J'ai occupé le poste de responsable IT et mon dernier poste était chef de département réseau et sécurité. Et actuellement, j'aide les entreprises et les organisations à sécuriser leur système d'information au travers de l'audit, du conseil et bien entendu de la formation. Nous allons commencer par voir les risques ou énumérer les risques majeurs pour votre système d'information. Lorsqu'une cyberattaque réussit, généralement la cause n'est pas toujours un malware avancé ou un attaquant disposant de moyens exceptionnels, mais très souvent, l'origine du problème se trouve dans les fondamentaux, c'est-à-dire des systèmes mal configurés, des vulnérabilités non corrigées, des contrôles de sécurité insuffisants, des stratégies de cybersécurité inadaptées au contexte, ou encore un manque de visibilité, plutôt un manque de sensibilisation des utilisateurs. On peut citer quelques risques. On commence par la première qui est la mauvaise configuration. Généralement, ça se passe par le paramétrage par défaut qu'on laisse tel quel. Exemple, mot de passe par défaut sur des équipements réseau. Vous achetez un équipement réseau, que ce soit un switch, un routeur, pare-feu, même imprimante réseau multifonction. Vous configurez cet équipement pour le faire fonctionner sur le réseau et par la suite, on laisse le mot de passe par défaut tel quel, soit par oubli ou bien par confort parce qu'on considère qu'on maîtrise le périmètre qui est le réseau local et que ce sera difficile pour un attaquant d'accéder à ces équipements-là. On pourra aussi avoir des services non désactivés qui tournent sur certains types de serveurs, mais qui ne sont pas nécessaires à ces serveurs pour accomplir leurs tâches. Par exemple, un service d'impression sur un contrôleur de domaine n'est pas vraiment très utile parce que vous n'allez pas lancer des impressions depuis votre contrôleur de domaine. Donc, il vaudra mieux désactiver ces services qui ne sont pas nécessaires parce qu'ils constituent un risque de compromission de votre système. Par le passé, il existait des exploits pour exploiter le service d'impression sur les contrôleurs de domaine pour élever les privilèges. Cet exploit s'appelait Petit Potam, même s'il a été patché et corrigé depuis, mais rien ne garantit que d'autres exploits vont sortir à l'avenir pour abuser de ces services. On a aussi les ports ouverts inutilement, comme le bureau à distance, le protocole RDP qui est exposé sur Internet. Il suffit juste d'aller voir sur Shodan et faire une recherche pour constater le nombre très élevé des devices avec le protocole RDP qui sont exposés sur Internet. On a aussi les règles de trafic mal configurées, comme des règles du type source ini, destination ini, qui permettent le trafic d'aller dans les deux sens, et tous les protocoles sont ouverts. Lors d'audit, on peut constater ce genre de règles de trafic qui sont généralement faites lors de tests ou lors de troubleshooting. Et généralement, on oublie de désactiver ces règles-là. En deuxième lieu, nous avons l'inventaire défaillant ou inexistant, parce que vous ne pouvez pas protéger quelque chose que vous ne connaissez pas ou que vous ne voyez pas. Et donc, sans inventaire fiable, on peut avoir des services exposés qui sont oubliés, mais exposés à l'extérieur, des machines non patchées parce qu'elles passent sous le radar, des comptes orphelins. Ça, c'est le résultat des collaborateurs qui quittent l'entreprise. Mais comme il n'y a pas une procédure bien définie et appliquée par l'ensemble de l'entreprise en cas de départ d'un collaborateur, généralement le service RH oublie d'informer l'équipe IT qu'une telle personne est partie pour que l'équipe IT puisse désactiver ses comptes. Et donc ça peut créer
une sorte de porte dérobée pour ces personnes qui quittent l'entreprise, surtout si elles la quittent en de mauvais termes. Et ces personnes-là pourront se connecter en utilisant ces comptes pour causer du tort à l'entreprise. On peut aussi citer les logiciels non autorisés, téléchargés par les utilisateurs et installés sur leur poste. Ça arrive quand on donne des privilèges élevés aux utilisateurs qui n'en ont pas besoin. Donc, ils vont profiter pour télécharger des logiciels dont l'équipe IT n'a pas connaissance, généralement avec des cracks, avec tous les risques que ça peut induire. On a la faible segmentation du réseau. Ça présente un risque, surtout si on a des réseaux plats ou des réseaux qui sont mal segmentés. Ça facilite la propagation rapide d'un malware parce que mon réseau n'est pas étanche et qu'on peut facilement passer de poste utilisateur au contrôleur de domaine sans filtre. On a la gestion insuffisante des comptes et privilèges. Et parmi les problèmes les plus fréquents, on peut citer trop d'administrateurs membres du groupe Domain Admins. Dans certaines organisations, on trouve dans l'équipe IT que tous leurs comptes sont dans le groupe administrateur du domaine, même si certains parmi ces membres-là ne font pas l'administration du domaine. Par exemple, on peut trouver un administrateur base de données, un administrateur applicatif, même des personnes qui font du support utilisateur. On les trouve membres de ce groupe-là, qui, je rappelle, c'est un groupe très sensible parce que si quelqu'un arrive à compromettre un compte administrateur du domaine, c'est toute votre infrastructure AD qui se retrouvera menacée. On a aussi les comptes à privilèges utilisés pour la bureautique, notamment des administrateurs qui ouvrent une session sur leur poste pour consulter leurs emails, faire de la navigation Internet. Ils utilisent leur compte administrateur. Et ça constitue un risque parce qu'il faut savoir, quand je lance une application avec un compte, elle va hériter des privilèges de ce compte-là. Plus le compte il a des privilèges, et plus l'application aura les mêmes privilèges et pourra éventuellement causer des dégâts si les privilèges ils sont élevés. On peut citer aussi l'absence de compte dédié à l'administration, c'est-à-dire que l'administrateur utilise le même compte pour travailler sur son PC, les tâches non administratives comme la consultation de mail, travail sur Word, Excel, et le même compte sera utilisé pour accéder à distance sur les serveurs sensibles. Et en cas de compromission de ce compte-là, ou bien de la station sur laquelle il travaille, la contamination pourra se propager au serveur qu'il administre. Et le classique du mot de passe faible ou réutilisé. On a l'exposition involontaire à Internet de certains protocoles qui sont exposés sur Internet, comme le RDP, des ports qui ont été oubliés après un test ou un dépannage, des équipements réseau qui sont accessibles depuis l'Internet, comme le NAS, imprimante et autres équipements. Là aussi, vous pouvez tenter l'expérience avec le moteur de recherche Shodan pour voir qu'il y a les équipements qu'il peut remonter qui sont accessibles depuis l'Internet. Et des fois, même avec des comptes d'accès par défaut. Nous avons aussi le manque de visibilité et de supervision, comme l'audit Windows qui est désactivé ou minimal. Il faut savoir, pour superviser et détecter les événements à temps, il faut avoir les bons événements qui sont collectés et journalisés. Et des fois, ou par défaut, sur Windows, tous les événements ne sont pas journalisés parce que si on journalise tous les événements, ça va occuper beaucoup d'espace disque et les journaux seront énormes. Donc, c'est à vous de sélectionner les bons événements à journaliser. Et aussi, même si on a les bons événements qui sont collectés et journalisés, si je ne centralise pas tous ces événements-là dans un seul endroit, si je laisse mes journaux un petit peu éparpillés, je trouve des journaux sur les postes de travail, d'autres sur les serveurs, sur les routeurs, firewall, etc. Donc, j'aurai une vision incomplète de ce qui se passe sur mon réseau. Donc, pour avoir une vision complète des événements générés sur mon réseau, donc il faudra centraliser la collecte de ces logs en un seul endroit. Et ça facilitera aussi de faire de la corrélation entre ces événements-là, parce qu'on peut avoir un incident cyber
qui démarre depuis le firewall. Ensuite, ça passe sur un poste client pour ensuite sauter sur un serveur, etc. Donc, la corrélation de ces événements-là à travers le CIEM, le système de gestion des événements, permettra de corréler ces événements entre elles et ça pourra être utile si j'ai un incident cyber pour faire du forensique et comprendre ce qui s'est passé. Aussi les sauvegardes non sécurisées ou non testées. On sait tous que les sauvegardes, c'est important, mais si je n'assure pas que mes sauvegardes sont bien sécurisées et qu'un ransomware, par exemple, ne pourra pas les atteindre, si je réalise mes sauvegardes en ligne sur un NAS et je me contente uniquement de ces sauvegardes-là, si je chope un ransomware, il va non seulement crypter les données et aussi les sauvegardes qui restent accessibles depuis le réseau. Donc pour sécuriser mes sauvegardes, vaut mieux avoir aussi des sauvegardes hors ligne, sur bande ou sur disque externe, et aussi des sauvegardes hors site. Au cas où un sinistre majeur arrive, je pourrais redémarrer ou reconstruire mon système depuis mes sauvegardes. Mais pour que je puisse faire ça, il faudra que je m'assure que mes sauvegardes sont intègres et que je pourrai les utiliser le moment venu. C'est pour ça qu'il faudra tester la restauration de vos sauvegardes pour s'assurer que vos sauvegardes elles sont bonnes. Donc la restauration, c'est un processus important dans celui des sauvegardes. Bon, maintenant, on va faire une petite démonstration pour démontrer l'impact de la configuration par défaut sur une machine Windows et voir si un attaquant pourra, depuis cette configuration par défaut, contourner les défenses de Windows pour accéder au contenu de l'ordinateur. Alors, pour cette démonstration-là, je vais utiliser la machine Windows et on va imaginer le scénario suivant. Supposons que quelqu'un a volé votre laptop ou que vous l'avez perdu et qu'il est tombé entre les mains d'un attaquant qui est intéressé par ce qu'il y a dedans. Donc, il voudra accéder au contenu de votre disque dur. Donc, il a deux possibilités, soit de démonter le disque dur et de le placer sur un autre PC et accéder aux données, soit trouver le moyen de déverrouiller votre session. Bien sûr, si votre mot de passe il est facile à deviner, ça va être facile pour lui. Sinon, il pourra utiliser une autre technique pour contourner cette protection. Et notamment, il va utiliser le menu d'accessibilité qui contient certaines fonctionnalités qui peuvent être utiles pour certains utilisateurs qui ont par exemple des problèmes de vue. Par exemple, ici, la loupe, elle permet de faire un zoom sur l'écran. D'accord? On a aussi le narrateur qui peut lire le texte affiché à l'écran. Le clavier sur écran peut être utile lorsque votre clavier physique est endommagé. On peut utiliser ce clavier avec la souris. Et derrière chaque fonctionnalité du menu accessibilité, il y a un programme qui s'exécute. Par exemple, dans le cas du clavier sur écran, le programme s'appelle osk.exe et il se trouve dans le dossier System32 de Windows. Et justement, c'est ce programme-là que l'attaquant va abuser pour, à la place, afficher la ligne de commande au lieu d'afficher le clavier. Parce qu'avec la ligne de commande, il pourra par exemple ajouter un compte utilisateur avec lequel il pourra entrer et déverrouiller votre session. Donc pour ça, je vais redémarrer le système en mode sans échec. Pour ce faire, je vais appuyer sur la touche Shift et je clique sur redémarrer. Alors, une fois en mode sans échec, je vais cliquer sur le menu Troubleshoot, option avancée, et je clique sur commande prompt. Une fois la ligne de commande affichée, je vais me positionner sur la partition C. Je vais me déplacer dans le dossier Windows System 32. Donc, je vais faire dire OSK étoile pour afficher le fichier en question. Le voici, osk.exe. Avant de changer son contenu, je vais d'abord créer une copie pour pouvoir revenir à la situation normale après le test. Donc, copie OSK vers
osk.back. Très bien. Maintenant, je vais taper la commande suivante. Copie cmd.exe dans osk.exe. Donc, cette commande va me copier le contenu du programme cmd.exe dans osk.exe tout en gardant le nom osk.exe inchangé. Je confirme la copie. Très bien. Maintenant, je vais continuer mon démarrage le plus normalement du monde. Maintenant, une fois le système démarré, je reviens sur le menu Accessibilité et je vais activer le clavier sur écran. Et là, comme par magie, c'est la ligne de commande qui s'affiche. Donc, à partir de là, je vais taper la commande suivante, comp mgmt, pour afficher le gestionnaire d'ordinateur, que voici. Je clique sur Local Users and Groups, j'ouvre la liste des utilisateurs, et là, je vais créer un nouvel utilisateur que je vais nommer Hacker1. J'introduis le mot de passe. Le password n'expire pas. Très bien, j'ai créé l'utilisateur. Maintenant, je vais ajouter cet utilisateur au groupe administrateur. Comme ça, j'aurai plus de privilèges. Ah. Très bien. Maintenant, essayons d'ouvrir la session avec cet utilisateur nouvellement créé. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai pu ouvrir une session sur la machine et comme ça, j'ai pu contourner la protection Windows. Alors, pourquoi ça a été, disons, aussi facile de le faire et pourquoi Windows permet ce genre de hack? Tout simplement parce que j'ai gardé la configuration par défaut de ma machine Windows. Ce hack-là n'aurait pas été permis si j'aurais activé BitLocker. BitLocker, c'est la fonctionnalité de chiffrement de Microsoft qui permet de chiffrer votre disque dur et de garantir l'intégrité de votre système. Si j'avais BitLocker qui était activé, il ne m'aurait pas laissé passer. Il ne m'aurait pas laissé démarrer le système en mode sans échec. Il aurait détecté ça et il aurait affiché cette fenêtre-là pour entrer ma clé de récupération, pour déchiffrer le contenu du disque. Parce que BitLocker va considérer ce redémarrage en mode sans échec comme une tentative de contournement de sa protection. Et donc, il va s'assurer que je suis bien le propriétaire du système avant de me laisser passer. Donc, BitLocker n'est pas activé par défaut, vous devez l'activer manuellement. Et je vous suggère de le faire surtout sur les postes sensibles et les laptops qui peuvent être facilement perdus ou volés, surtout s'il y a des informations sensibles dessus. Donc, avec BitLocker, vous assurez une protection pour vos données. Alors, brièvement, BitLocker, c'est une fonctionnalité, comme je le disais, de Windows qui permet la protection de vos données en chiffrant le disque. Et si quelqu'un tente d'accéder hors ligne à votre disque, par exemple, il essaie de l'enlever, le placer sur un autre PC pour accéder à son contenu, au démarrage, BitLocker va détecter cette tentative parce qu'il va constater que ce n'est pas le même matériel sur lequel il a l'habitude de tourner et il va afficher la fenêtre de récupération pour introduire la clé de récupération pour vous laisser continuer votre opération. Donc BitLocker assure l'intégrité de votre système de prédémarrage de telle sorte si BitLocker détecte un changement majeur dans le système, que ce soit hardware ou software, notamment des drivers de démarrage, par exemple une nouvelle carte mère, utilisation du démarrage PXE depuis le réseau, changement de l'ordre de démarrage, tout ça est considéré comme BitLocker comme une tentative de contourner sa protection et vous devez
introduire la clé de récupération pour pouvoir continuer. Le sujet suivant concerne le principe du moindre privilège, qui est un principe important pour protéger vos systèmes. Ce principe stipule qu'il faudra accorder à chaque utilisateur, service, processus ou application uniquement les droits strictement nécessaires pour accomplir les tâches qui lui sont assignées. Rien de plus. C'est-à-dire si j'ai un utilisateur qui est comptable, qui a besoin dans ses tâches quotidiennes, il utilise uniquement Excel, Word, sa messagerie, PC comptable, il n'est pas nécessaire de lui accorder des droits d'administration sur son poste. Donc, il n'a pas besoin d'avoir tous ces privilèges pour exécuter ses tâches au quotidien. Idem pour les administrateurs. Je n'ai pas besoin d'ouvrir une session avec mon compte administrateur du domaine pour juste lire mes emails, naviguer sur Internet. Donc, il faudra appliquer le principe du moindre privilège. Comme je le disais précédemment, quand vous ouvrez une session avec un compte, les programmes que vous allez lancer depuis cette session, elles vont hériter des privilèges de ce compte-là. Plus les privilèges sont élevés, plus cette application que vous lancez aura aussi des privilèges élevés. Et si c'est un malware que vous avez lancé, il aura les privilèges élevés et donc pourra causer des dégâts assez importants à votre système. Donc, une petite démonstration pour voir tout ça à l'œuvre. Pour cette démonstration-là, je vais toujours utiliser la machine Windows 11. Là, je vais fermer la session Hacker et je reviens à la session de Superman, qui est un compte membre du groupe administrateur du domaine. Donc, il a des privilèges élevés. Donc, alors, Superman. Alors, Microsoft, pour atténuer un petit peu cet aspect-là, quand quelqu'un ouvre une session avec des privilèges administrateurs sur son poste de travail, et pour ne pas permettre à un malware de se lancer avec les privilèges les plus élevés, ils ont créé le principe des 2 tokens. Quand vous ouvrez une session avec votre compte administrateur, il y a 2 tokens qui sont créés. Un token avec les privilèges d'utilisateur standard, des privilèges limités, et un deuxième token avec des privilèges full administrateur que vous sollicitez quand vous aurez besoin de faire une tâche d'administration. Mais toutes les autres tâches non administratives, la navigation sur Internet, le lancement de Word et Excel, se fait avec le token utilisateur standard. Donc, comme on le voit ici, je vais ouvrir une fenêtre terminale. Et cette fenêtre terminale, elle va s'ouvrir en utilisant le token utilisateur standard. Comment le vérifier? Tout d'abord, je vais taper la commande whoami/groups pour voir les groupes auxquels cet utilisateur appartient. Donc là, on voit que l'utilisateur Superman, il appartient au groupe administrateurs locaux et aussi il appartient au groupe administrateur du domaine. Donc, il a des privilèges élevés en local et sur le contrôleur de domaine. Maintenant, si je fais whoami/priv pour afficher les privilèges de cet utilisateur, là, il me liste 5 privilèges. Donc, c'est des privilèges limités. Maintenant, si j'ouvre la même fenêtre, mais en sollicitant les privilèges administrateurs, déjà Windows va demander mon consentement si je veux bien élever les privilèges. Je vais répondre par oui. Voilà la fenêtre. Maintenant, si je fais whoami/priv, là, vous constatez que j'ai des privilèges plus importants. Ça parce que j'ai sollicité les privilèges administrateurs. Mais est-ce que tout cela garantit qu'un malware ne va pas s'exécuter avec les privilèges les plus élevés? Donc, on va faire l'expérience. Je vais tenter de lancer un script qui simule un malware. Voici le script. Jetons un œil à son contenu. Alors, que fait ce script? Tout d'abord, il va tester si l'utilisateur
il utilise le token standard ou bien s'il a des privilèges élevés. Donc, s'il trouve que l'utilisateur il est en mode standard, il va essayer de lancer la ligne de commande avec les privilèges administrateurs. Et quand il va obtenir la fenêtre ou la ligne de commande avec les privilèges administrateurs, là, il va lancer deux commandes pour créer un compte hacker2 et le mettre dans le groupe administrateur. Donc, voyons comment ça va se passer si je lance le script. Donc, le script se lance et il me demande d'accepter l'élévation de privilèges. Alors, si je suis un utilisateur vigilant, je vais peut-être être plus suspect et peut-être que cette action, elle n'est pas sollicitée. Et je vais répondre par non et là, le malware sera stoppé. Par contre, si je suis en fin de journée, par exemple, je suis fatigué, je ne suis pas très bien concentré, je peux répondre machinalement par oui. Et ça arrive souvent. Donc, et dans ce cas-là, si je réponds par oui, donc le malware va s'exécuter et on peut le constater en affichant le gestionnaire d'ordinateur et on va lister les utilisateurs. Voici le hacker de la première démo et ici hacker2 que je viens de créer. Et Microsoft eux-mêmes le disent, même si ce mécanisme atténue un petit peu ce risque, il ne va pas l'éliminer efficacement. D'ailleurs, eux suggèrent ou ils recommandent fortement d'avoir deux comptes. Si on est administrateur, je crée un compte administrateur pour faire de l'administration et un compte séparé, un compte utilisateur standard avec des privilèges réduits, juste pour pour réaliser mes tâches au quotidien, celles qui ne sont pas administratives, comme consulter mes emails, travailler sur Word, Excel, etc. Et je sollicite uniquement mon compte administrateur lorsque je veux faire une opération d'administration. Dans ce cas-là, si j'ouvre ma session avec un compte utilisateur standard et quand je lance, par exemple, j'exécute un malware. Ce malware-là, au lieu de m'afficher cette fenêtre-là de consentement pour répondre par oui ou par non, il va afficher la même fenêtre, mais avec les champs pour introduire le nom d'utilisateur, administrateur et son mot de passe. Et là, peut-être, je serai plus suspicieux et me poser la question, c'est qui ce programme-là qui me sollicite, qui sollicite mes privilèges d'administration et je serai moins enclin de cliquer sur oui que si j'ai une fenêtre justement avec oui ou non. Et pour un utilisateur standard, j'ai pris tout à l'heure l'exemple du comptable, si je ne lui donne pas les droits administrateurs, le malware ne pourra pas s'exécuter. Même s'il lui affiche la fenêtre pour introduire un nom d'utilisateur administrateur, il ne pourra pas le faire parce qu'il n'a pas un compte à privilège. Donc cette mesure, elle protège mieux que si j'ouvre ma session avec un compte administrateur. Maintenant, je veux attirer l'attention sur un cas spécial, c'est celui des comptes administrateurs intégrés qui sont par défaut désactivés sur les postes clients Windows parce que c'est des comptes qui sont puissants et en même temps dangereux. Et pour illustrer mes propos, je vais réactiver ce compte. Et je vais ouvrir une session avec. Maintenant, je vais tenter le même test en essayant de lancer le script. Je lance le script et là, regardez bien ce qui va se passer. Si vous l'avez constaté, vous aurez constaté que cette fois-ci, Windows ne m'a pas affiché la fenêtre UAC, celle du contrôle utilisateur, pour demander mon consentement si je veux bien exécuter ce programme avec mes privilèges administrateurs. Il a directement exécuté le programme.
Pourquoi ça? Parce que dans le cas des comptes administrateurs intégrés, le principe des deux tokens ne s'applique pas. Quand vous ouvrez une session avec ce type de compte, un seul token avec les privilèges full administrateur est créé. Et donc, quand vous exécutez un programme, n'importe quel programme, il s'exécute toujours avec les privilèges les plus élevés. Donc, ce qui rend ce compte dangereux si vous l'utilisez au quotidien. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est désactivé par défaut lorsque vous installez un poste client Windows. Donc, à retenir, évitez de réactiver ces comptes-là. Maintenant, passons au sujet suivant, celui du bureau à distance et les vulnérabilités du protocole RDP. RDP, c'est le protocole d'administration à distance le plus utilisé par les administrateurs système pour se connecter à distance au serveur pour les administrer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, ce protocole-là n'était pas conçu dans ce but, mais pour accéder au serveur en cas d'urgence ou de nécessité. C'est pour ça, si vous l'avez bien constaté, il n'y a que de licences d'accès concurrents. Vous êtes sûrement tombé dans le scénario suivant. Vous voulez accéder à un serveur via bureau à distance et lorsque vous tentez l'accès, vous trouvez déjà deux de vos collègues qui sont déjà connectés sur ce serveur-là. Et il faudra que l'un d'eux sorte pour que vous puissiez y accéder. Donc, vous pouvez tenter d'appeler un de vos collègues, il ne répond pas parce qu'il est sorti, il est en pause. Vous lui forcez la main pour le sortir, vous rentrez avec bureau à distance, vous commencez à travailler, ce collègue, il revient, il trouve que vous l'avez sorti, il va vous ressortir à son tour, et comme ça, vous allez passer votre temps à bagarrer pour une session bureau à distance. Dans les équipes IT élargies, ce cas-là, il est fréquent. Donc, non seulement le problème des sessions d'accès concurrentes, mais il y a aussi des vulnérabilités qu'un acteur malveillant pourra exploiter pour prendre possession de votre session. Et c'est ce qu'on va voir dans la démonstration suivante. Alors, pour ce scénario-là, je vais utiliser deux machines, la machine Windows 11 et mon contrôleur de domaine. Sur la machine Windows 11, j'ai déjà l'administrateur du domaine Superman qui est connecté et Superman a besoin d'effectuer une tâche d'administration sur le contrôleur de domaine. Donc, il va ouvrir une session bureau à distance. Je ne suis pas sur la session Superman, mais dans la session administrateur. Donc, je dois d'abord fermer cette session-là. Je reviens dans la session de Superman. OK, je vais ouvrir le bureau à distance. Je tape le mot de passe. Oui. Voilà, et donc là, j'ai obtenu une session bureau à distance sur le contrôleur de domaine. En même temps, sur le contrôleur de domaine, un autre administrateur va ouvrir une session. Cette fois-ci, ça va être l'utilisateur Batman. Bon, supposons que Superman, il a ouvert sa session bureau à distance, il a travaillé sur le contrôleur de domaine, il a fini et il va quitter sa session. Sauf qu'au lieu de la fermer proprement, il va juste fermer la fenêtre bureau à distance. Donc, est-ce que ça va mettre fin à sa session? Donc non, comme on va le voir depuis la session de Batman qui va ouvrir le gestionnaire de tâches, aller dans l'onglet Users pour voir les utilisateurs actuellement connectés. J'ai l'utilisateur Batman lui-même et ici j'ai l'utilisateur Superman qui est certes déconnecté mais dont la session est restée active. Maintenant, si je vais essayer de me connecter et prendre possession de la session de Superman, je fais Connect. Donc là, le gestionnaire de tâches me demande le mot de passe de Superman. Donc si Batman ne connaît pas le mot de passe, il ne pourra pas
ouvrir la session de Superman. Mais comme Batman a plus d'un tour dans son sac, comme vous le savez tous, Batman, c'est le seul super-héros qui n'a pas de super pouvoir, mais qui a de super gadgets et qui ne va pas s'en priver d'utiliser. Parmi ces gadgets-là, il va utiliser l'outil PSExec, qui fait partie de la suite sysinternals. C'est une suite d'outils d'administration et de troubleshooting gratuitement disponible au téléchargement dans le site de Microsoft. Et cet outil-là va me permettre d'élever mes privilèges au-dessus des privilèges administrateurs. Contrairement à ce que beaucoup pensent, que le compte administrateur, c'est celui qui a les privilèges les plus élevés dans Windows, il existe un autre compte, c'est le compte système, qui a les privilèges plus élevés que le compte administrateur. C'est ce compte-là, c'est avec ce compte-là que le système d'exploitation travaille. Et je vais tenter d'obtenir les privilèges système avec l'outil PSExec. Pour ce faire, je vais ouvrir une ligne de commande. Je vais me positionner dans le dossier PS Tools et je lance l'outil PSExec avec les arguments suivants. SID, pour lui dire tu m'ouvres la ligne de commande CMD avec les privilèges système. Voilà, il m'a ouvert une nouvelle fenêtre. Donc ici, sur la première fenêtre, si je fais Who am I, il va me dire vous êtes Batman. Et ici, si je fais Who am I, il va me dire vous êtes système. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais fermer le gestionnaire de tâches et je vais le lancer à nouveau depuis cette fenêtre pour qu'il hérite des privilèges de l'utilisateur système ou du compte système. Donc je tape task mgr. Maintenant je vais aller sur l'onglet users et je vais retenter la même opération en essayant de me connecter à la session de Superman. Et maintenant, vous allez voir ce qui se passe quand je clique sur Connect. Là, il me donne directement accès à la session de Superman sans me demander le mot de passe. Pour le vérifier, je clique sur le menu Démarrer. Quel est l'utilisateur connecté? C'est Superman. Pourquoi? Parce que le compte système, il a des privilèges tellement élevés qu'il n'a pas besoin d'introduire le mot de passe de l'utilisateur pour prendre possession de sa session. Et cette technique-là pourra être utilisée par un acteur malveillant ou un administrateur malveillant pour prendre possession d'une session d'un autre administrateur. Et maintenant, toutes les opérations qui vont être lancées depuis cette session, depuis la session de Superman, les logs vont enregistrer que c'est Superman qui a lancé ces opérations. Même en réalité, ce n'est pas lui, mais ça va être difficilement prouvé, surtout si l'attaquant sait comment couvrir ses traces. C'est pour ça que je ne recommande pas l'utilisation de bureaux à distance pour l'accès distant, mais plutôt lui préférer d'autres outils aussi disponibles dans Windows et qui permettent aussi l'accès concurrent avec un nombre d'accès concurrents plus élevé que celui de bureau à distance, comme le RSAT, les outils RSAT, Remote Server Administration Tools, et aussi l'Admin Center qui est basé sur un environnement web. Donc, vous pouvez choisir entre les deux pour réaliser vos administrations à distance. Je peux aussi citer l'administration à distance via PowerShell. Pour ceux qui maîtrisent les commandes PowerShell, c'est aussi possible. Et si vous devez utiliser malgré tout le bureau à distance, pensez à fermer votre session correctement. Donc avec cette démonstration-là, j'espère vous avoir enlevé l'envie d'utiliser le bureau à distance. Maintenant, passons au sujet suivant, celui des protocoles obsolètes.
Certains protocoles réseau ont été développés il y a plusieurs années où la sécurité n'était pas vraiment au cœur des préoccupations des concepteurs. Donc, à l'époque, la priorité était de faire fonctionner les équipements réseau, de les faire communiquer entre eux, et la sécurité n'était pas vraiment au cœur de cette stratégie-là. Ces protocoles continuent d'être utilisés sur le terrain, même si quelques couches ont été ajoutées plus tard à ces protocoles pour renforcer leur sécurité, mais ils restent néanmoins vulnérables à certains types d'attaques. Par la suite, d'autres protocoles plus sécurisés ont été déployés pour les remplacer, mais le basculement reste tributaire de plusieurs paramètres, comme la complexité des environnements, l'utilisation de ces protocoles par des applications métiers anciennes et difficiles à mettre à jour. Et ces protocoles-là peuvent être abusés par des attaquants, surtout lorsqu'ils sont actifs sur le réseau. Et pour le démontrer, on va prendre le cas du protocole LLMNR, qui signifie Link Local Multicast Name Resolution. Comme d'autres protocoles qui lui ressemblent, comme le MDNS, le Multicast DNS et NetBIOS, ces protocoles-là aident à résoudre des noms de machines en adresse IP. Si le serveur DNS est inexistant dans un petit réseau qui fonctionne en mode work group, ou lorsque le serveur DNS ne pourra pas répondre à certaines requêtes. Donc, le client qui a demandé la résolution du nom pourra questionner ses voisins réseau pour leur demander si quelqu'un pourra résoudre le nom d'une machine. Pour illustrer mes propos, je vais prendre ce cas de figure. Ici, j'ai une victime qui va faire une requête au serveur DNS pour lui demander de résoudre le nom ou de résoudre l'adresse IP du serveur file server. Supposons que l'utilisateur a tapé // file server, mais s'est trompé. À la fin, il a mis 2 heures à serveur. Quand le serveur DNS reçoit la requête, il va la traiter et il va trouver que le nom que le client cherche est introuvable dans sa base de données. Donc, il va lui répondre, il va lui dire « je ne connais pas cette machine ». La victime, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tenter de poser la question à ses voisins réseau en diffusant un broadcast à tous ses voisins réseau pour leur demander s'il y a quelqu'un qui peut résoudre ce nom de machine. Si dans mon réseau, j'ai un attaquant ou un acteur malveillant, il pourra intercepter cette requête et y répondre. Il va dire à la victime, oui, c'est moi, la machine que tu cherches, envoie-moi ton hash pour pouvoir t'authentifier. La victime, toute contente d'avoir trouvé la machine qu'elle cherche, elle va s'exécuter et envoyer le hash à l'attaquant. L'attaquant va prendre ce hash et essayer de s'authentifier avec sur un serveur légitime. Donc, pour démontrer ça, voir ça dans une démonstration pour mieux l'illustrer, je vais utiliser une machine Windows 11. Ce sera notre victime. Ici, c'est le contrôleur de domaine pour réaliser l'authentification. Ici, c'est le serveur de fichiers, un serveur core. Et ici, j'ai la machine Kali Linux, c'est la machine de l'attaquant. Donc, sur la machine de l'attaquant, je vais d'abord commencer par lancer l'écoute du réseau pour intercepter le trafic et empoisonner les réponses. Ensuite, je vais lancer la commande suivante une fois que j'ai intercepté la requête du client et le hash. Je vais tenter d'ouvrir la communication avec le serveur. D'accord, maintenant je reviens sur la machine de la victime. J'ouvre la session Superman, qui, je le rappelle, est un utilisateur qui a des privilèges administrateur du domaine. Et donc là, je vais tenter un accès à un partage fichier qui n'existe pas. Alors, je vais taper File, Server avec 2 R. Bien. Maintenant, si je reviens à la machine de l'attaquant, je vois qu'il y a quelque chose qui se passe ici. Il y a des protocoles qui ont été interceptés.
notamment le protocole qu'on vise, LLMNR, et que la réponse a été empoisonnée et retournée à la victime, hein, qui demandait la résolution du nom file server. Maintenant, sur le deuxième onglet, on va voir que l'attaquant a réussi à prendre le hash qui a été envoyé par la victime pour pouvoir s'authentifier avec le nom d'utilisateur Superman, hein, pour ouvrir une session sur le serveur de fichiers qui a cette adresse IP là. Pour un petit peu avoir une vision un petit peu nettoyée, on peut le voir ici, voilà. L'utilisateur qui a été utilisé pour ouvrir une session sur ce serveur, c'est l'utilisateur Superman sur le protocole SMB, le protocole de partage. Et ici, la colonne admin status nous dit que cet utilisateur est un administrateur. Il a un statut d'administrateur. Donc là, ça devient intéressant. J'ai réussi à ouvrir une session avec un compte qui a des privilèges élevés et on va voir si on peut réaliser certains types d'opérations. Maintenant, je reste toujours sur la machine de l'attaquant et je vais essayer avec cette commande d'obtenir un shell, hein, sur le serveur de fichiers pour pouvoir exécuter des commandes. Là, vous voyez, j'ai réussi à obtenir un shell sur le serveur de fichiers. Si je tape par exemple la commande host name, là, voilà, c'est un serveur, c'est le nom du serveur. Maintenant, est-ce que je pourrais exécuter cette commande-là? Net user hacker3, le mot de passe. Add. Est-ce que je pourrais ajouter un compte sur le serveur de fichiers? D'abord, avant de le faire, je vais ouvrir une session sur le serveur de fichiers. Et là, je vais faire net users pour afficher la liste des utilisateurs, hein. Là, on constate les utilisateurs qui sont actuellement présents, administrateurs, défaut account, etc. Et maintenant, je vais tenter d'ajouter un nouvel utilisateur, hein, que l'attaquant pourra utiliser pour accéder à ce serveur. La commande a l'air d'être exécutée correctement. Vérifions ça en réaffichant la liste. Et effectivement, j'ai réussi à ajouter un compte sur le serveur de fichiers. Et donc là, je reviens toujours au principe du moindre privilège. Si tout à l'heure sur la machine cliente, quand je tentais de lancer le malware Windows, hein, me demandait toujours mon consentement pour élever les privilèges avant d'exécuter le programme, cette fois-ci, il n'y a aucun consentement qui a été demandé. La commande s'est exécutée directement. Alors pourquoi ça? Parce que quand vous utilisez un compte administrateur pour accéder cette fois-ci à un serveur et pas un poste client, il n'y a pas le principe des deux tokens qui sont créés. Sur un serveur, quand vous ouvrez une session avec un compte administrateur, il y a simplement un seul token avec les privilèges full administrateur qui est créé. Pourquoi? Parce que quand vous ouvrez une session avec un compte administrateur sur un serveur, hein, vous êtes censé accéder à ce serveur pour faire de l'administration, pas pour consulter vos emails ou naviguer sur Internet. Donc c'est pour ça que vous avez directement, hein, les privilèges d'administration. Cette commande n'aurait pas pu s'exécuter, j'aurais pas pu ajouter le compte hacker3 sur le serveur de fichiers si à la base, sur la machine cliente, j'aurais utilisé un compte standard, sans privilège. Même si l'attaquant aurait pu avoir le hash et ouvrir une session sur le serveur, il n'aurait pas pu aller plus loin, hein, et réaliser certaines actions plus importantes comme celle de créer un utilisateur. Il peut aussi créer une tâche planifiée pour garantir sa persistance, etc. Donc là, vous constatez que le principe du moindre privilège, il est très important. Il faudra l'appliquer vraiment pour minimiser ce genre de risque.
Alors, ce qu'on a vu ici, c'est on a juste commencé à gratter la surface. Et pour ceux qui veulent aller plus loin dans ce domaine-là, de la sécurité des réseaux et des systèmes Windows, et approfondir leurs connaissances sur le sujet, nous vous proposons une formation adaptée qui s'intitule Sécurité des réseaux et systèmes Windows. Cette formation s'adresse aux administrateurs systèmes et réseaux, hein, c'est le public parfait pour cette formation, mais aussi aux ingénieurs cybersécurité, aussi les responsables IT et RSSI qui ont un background technique et qui veulent rester à jour dans ce domaine-là, et pour toute personne impliquée dans la protection du système d'information. Alors, ce que vous allez apprendre dans cette formation, c'est de comprendre les concepts fondamentaux de la sécurité des réseaux et des systèmes Windows, savoir évaluer les risques et leur impact sur la sécurité du système d'information. Hein. Avant de pouvoir mettre en place une défense efficace, il faudra d'abord commencer par évaluer les risques susceptibles d'impacter mon système d'information. Connaître le déroulement d'une attaque, comment procèdent les attaquants pour pouvoir mieux les contrer. Identifier les principales menaces et vulnérabilités dans un environnement IT. Mettre en œuvre une stratégie de défense efficace pour protéger les infrastructures. Et développer une approche proactive pour renforcer la sécurité de votre organisation. Alors, la méthode utilisée lors de cette formation, c'est une formation très pratique. Hein, on a de la théorie, mais on va étayer cette théorie par beaucoup de pratiques, notamment avec des démonstrations d'attaques réelles, comme on vient de le faire dans ce workshop, notamment au travers des ateliers guidés pas à pas, hein, des ateliers offensifs, défensifs, c'est-à-dire on va se mettre dans la peau de l'attaquant pour voir le déroulement et les techniques utilisées par les attaquants pour atteindre nos systèmes, pour pouvoir enfin mettre en place une défense efficace. Et tous les cas qu'on va traiter sont des cas concrets issus du terrain. Alors, quels sont les prérequis pour participer à cette formation? Il faut avoir de bonnes connaissances en réseau, notamment les protocoles DNS, DHCP, ARP, VLAN, Spanetry, etc. Et aussi de bonnes connaissances des systèmes Windows et notamment d'Active Directory. Alors, si vous êtes administrateur système et réseau, donc tout ça, c'est des acquis que vous avez déjà. Alors, quelques informations clés. La durée de la formation, elle se déroule sur 5 jours intensifs. Elle débutera le 21 juin. Le format sera en présentiel dans les locaux du centre de formation Executive Labs, qui est un centre de formation agréé par l'État. Les places seront limitées pour garantir une bonne expérience d'apprentissage. Vous pouvez commencer à vous inscrire dès maintenant et demander des devis directement en contactant le centre de formation à travers l'email ou le numéro de téléphone affiché ici. J'espère que ce workshop vous a été bénéfique et j'espère que vous avez appris un ou deux trucs intéressants que vous pouvez mettre en pratique pour mieux sécuriser votre infrastructure et votre réseau. Merci encore de votre participation et j'espère vous voir très bientôt. Merci et au revoir.